Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Bonjour Elisa, bonjour tout le monde. Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la Chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accélérationdigitale.be et clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Julien Van de Leyen. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans Next Step, on est ravis de te recevoir. Tu es le fondateur de Bipark, la société bruxelloise qui a développé le concept de park sharing, c'est-à-dire la mise à disposition de parkings privés non utilisés. Tu as fondé la société en 2011 et après 8 ans passés à affiner votre business model, vous venez de lever 3 millions d'euros auprès d'un fonds luxembourgeois. Félicitations. Merci. Mais si tu le veux bien, on va revenir au tout début de l'aventure. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer Bipark ? Alors, la genèse de l'idée est venue en fait en Erasmus. Donc, j'étais en déplacement à Boston et il y avait l'émergence du concept de park sharing, donc la mise à disposition, mais c'est de particulier à particulier. Et donc, moi, j'ai toujours voulu lancer ma société. Donc, je suivais un master en entrepreneuriat à Louvain-la-Neuve, donc à la Louvain School of Management. Et on essaie évidemment de stimuler l'envie d'entreprendre dans chacun des cours. Et donc, dès la fin de mon cursus, j'ai voulu me lancer. Et donc, j'ai repris, entre guillemets, cette idée que j'avais eue en Erasmus. Et j'ai voulu la développer sur mon marché, qui était la Belgique et plus spécifiquement Bruxelles. Et alors, tu t'es entouré, comment est-ce que tu t'es lancé concrètement ? Donc voilà, donc moi j'avais très peu d'expérience parce que finalement je sortais de l'université et donc l'encadrement était très important. Donc j'ai eu des associés qui étaient très complémentaires venant d'écoles différentes avec des parcours différents et des cursus différents et surtout des premiers actionnaires, des serial entrepreneurs, ceux notamment qui avaient fondé KeyTrade Bank, Skynet, Tunes, qui eux ont pu aussi mettre à profit leur expérience. Très bien. Alors bon, vous venez, je viens de le dire, de lever 3 millions d'euros. Donc voilà, 8 ans après, là où par exemple des startups lèvent assez rapidement, vous avez mis 8 ans. Comment est-ce qu'on peut lever le voile un petit peu là-dessus, parce qu'on sait que c'est pas toujours très rose et que c'est pas toujours très évident. Mais donc, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle d'opportunité ou de nécessité. La levée de fonds, pour moi, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on devait lever des fonds avant ? Non, parce qu'aujourd'hui, on avait un business model où on pouvait bootstrapper, ça veut dire investir au fur et à mesure, mais sur base des revenus qui étaient générés, c'est quelque chose qui est finalement assez sain. Alors, on n'avait pas rien levé, parce qu'on avait quand même levé 600 000 euros, D'accord. mais ces 600 000 euros nous ont permis de faire les premiers échecs, que ce soit la recherche du business model, mais aussi les premiers échecs au développement et à l'exportation. Donc, une fois qu'on avait compris quels avaient été nos échecs et ce sur quoi on pourrait réellement capitaliser, alors on s'est dit, voilà, là il y a une opportunité. Et donc, on n'avait pas la nécessité de le faire. Par contre, on a eu l'opportunité et le bon investisseur avec la bonne vision. C'est surtout ça aussi. Donc l'objectif de Next Step, c'est vraiment un podcast de partage d'expérience et de transparence. Là, tu nous parles d'échecs. Est-ce que tu peux nous partager des choses que vous avez vécues et les leçons peut-être à tirer de cela ? Oui, donc je pense que le parcours entrepreneurial, c'est une succession d'aventures avec des hauts, des bas, beaucoup de bas, quelques hauts. Si je devais rétrospectivement un peu rebalayer le développement, c'est que les premiers échecs, je pense qu'on s'est développé à l'international beaucoup trop vite. En 2012, un an après la création, on était déjà en Espagne à gérer, entre guillemets, à exploiter une partie du parking du Bernabéu à Madrid, ce qui était une aberration totale, sachant qu'on n'avait pas encore de business model stable ici à Bruxelles. Donc, je veux dire, le premier échec, c'était ça. On a fait pas mal d'échecs au niveau du recrutement aussi. Je pense qu'on a voulu trop tabler sur de l'économie et donc parfois chercher des profils qui correspondaient peut-être moins à notre ADN, au fit de la société, mais pour des raisons de coût, voilà. Et alors, si je devais dire l'échec le plus important a été le manque de focus, parce que je pense que comme toute société, on est enclin dans notre développement à avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de demandes de clients, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais finalement on s'écarte très rapidement de notre ADN et de la vision de base. Et donc ça a été aussi pour moi source
source de problématiques. Alors on s'est recadré parce que justement on a bien été entouré, donc ça c'était un élément important pour nous aussi, et pour pouvoir pivoter finalement et revenir sur nos fondamentaux qui étaient vraiment solutionner une problématique réelle qu'est la problématique de mobilité, en améliorant les déplacements domicile-travail. Parce que même si ça paraît bête, le parking, il y a plein de bailleurs personnels, donc il y a plein ça touche plein de problématiques différentes, mais la problématique de l'employé ou de l'employeur ou du riverain pour se garer, ce que je dis, le déplacement domicile-travail, n'est pas la même que vous quand vous allez vous déplacer pour aller faire des courses ou un musée, ou encore vous qui vous déplacez dans une ville en tant que touriste. Chaque fois, c'est des canaux de distribution différents, c'est des cibles différentes, c'est sûrement des techniques d'accès différents. Et je pense que nous, on a trouvé notre ADN à nous, c'était vraiment le domicile-travail du point de vue des demandeurs. Très bien. Voilà. Après, du point de vue des offreurs, on a aussi, au début, on faisait le particulier aussi. Après 4 mois, on a arrêté. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment, il faut choisir, je pense, en faisant moins, on le fera mieux. Et que c'était foncièrement des manières de gérer totalement différentes. De gérer un parking d'une société où on doit gérer des technologies d'accès et gérer des opérations courantes n'est pas la même chose que faire juste de l'intermédiation à la Airbnb entre 2 particuliers. Donc on a complètement abandonné ce volet-là. Beaucoup de gens disent oui, mais non, mais il y a de la demande. Certainement, mais ça sera pour quelqu'un d'autre. Il y a d'autres initiatives qui se sont lancées. Il y a cette place sur le marché. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors justement, tu parlais de levée de fonds égale nécessité ou besoin. Donc finalement, avec ces 3 millions d'euros de fonds luxembourgeois, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc nous donc je dis bien nous, c'est l'ensemble de la société. On s'est dit, il y a 1 an, en fait, on s'est dit, ok, ça fait 7 ans que la société a été lancée. La problématique de mobilité a évolué. On voit aujourd'hui que nos villes sont envahies et de manière positive par énormément de solutions de micromobilité. On voit qu'aujourd'hui, il y a énormément de changements dans la manière dont les gens appréhendent la notion d'usage et de propriété. Et donc, tout ça a influencé notre marché, tant au niveau des propriétaires qui nous mettent à disposition l'actif, qu'au niveau des clients qui utilisent ces places de parking. Et donc on s'est dit, il faut qu'on retravaille un peu sur notre why, what, how, hein, donc c'est quoi notre vision, c'est quoi notre mission, c'est quoi nos valeurs. Donc on a fait un travail avec une société spécialisée, et finalement on s'est dit, nous en fait, notre vision c'est vraiment d'améliorer la mobilité pour cette génération et la génération suivante. Et donc le fondamental de base, c'était la mobilité. Qu'était ce trait d'union avec l'immobilier. Alors après, on s'est dit, ok, mais comment est-ce qu'on peut faire ça ? Et je vais y venir du coup du pourquoi la levée de fonds. C'est qu'on a remarqué qu'on avait un vrai rôle opérationnel et de connectivité, de connexion finalement avec tout un écosystème qui était en développement pour amener de la valeur sur toute une série de parties prenantes. Donc comme un facilitateur. On a vraiment un rôle de facilitateur urbain entre des personnes qui détiennent des actifs et des personnes qui se déplacent dans la ville ou entre les villes. Ça, c'est vraiment... Et donc, quand vous avez ce rôle de facilitateur et donc d'interconnexion dans un écosystème, il faut développer des ponts de connexion entre les différents interlocuteurs. Et on avait énormément d'intérêt de toute une série d'acteurs, et donc il fallait qu'on développe et qu'on arrive à ouvrir nos outils informatiques pour qu'on puisse se connecter et se greffer à des solutions tierces pour apporter de la valeur pour des utilisateurs, améliorer les parcours clients, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'on a levé. Donc c'était la première opportunité, c'était d'investir dans le développement. Le deuxième élément qui était lié à ça, c'est qu'on a opéré, il y a 1 an, à cette même période, un pivot de service. Et c'est là où je reprends le mot opportunité, parce qu'en entrepreneuriat, c'est très important, c'est qu'on a eu une demande de nos clients, tant nos grands clients corporate, des sociétés de consultance, que nos clients propriétaires d'actifs, des grosses foncières immobilières. Ils nous ont dit, mais nous, on a envie, Bipark, d'utiliser ta technologie, ta solution digitale pour gérer nos propres locataires. Et donc, on n'était plus du tout dans un rôle commercial d'exploitant, on était dans un rôle de mise à disposition de logiciels et de serviciels, d'outils. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, ok, mais donc, il y a une demande de ce marché, ça reste cohérent par rapport à notre vision de base, ça reste basé sur un business model qu'on connaît, ça veut dire de l'abonnement, des revenus récurrents, c'est les mêmes clients, et en plus de ça, ça nous permet d'amortir une technologie qu'on a développée pour nous-mêmes et qu'on met à disposition de tiers. Donc on s'est dit, là par contre, il y a vraiment une opportunité, il faut
qu'on creuse. Alors, est-ce qu'on crée une autre société? Tout ça a été vite solutionné en disant non, c'est vraiment la même ADN, c'est les mêmes clients, c'est juste une palette de services additionnels. Diversification et donc, des services. on l'a lancé Plateforme, qui est notre solution SaaS, notre logiciel, qui aujourd'hui cartonne, qu'on met à disposition de nos clients, et ils payent un nombre d'euros par place. Et alors, ils utilisent évidemment notre technologie d'accès digital, que ce soit des accès par application, par lecture de plaques, clavier à code intelligent, mais surtout d'avoir de la data derrière qui leur permettent à eux de mieux appréhender leur parking, de mieux aussi gérer, parce qu'eux font face à toute une série d'évolutions dans leur gestion propre, parce que quand on voit le New Way of Working et la nouvelle manière dont les gens aujourd'hui travaillent, directement, ça affecte évidemment la manière dont le parking doit être géré Oui, tout est impacté. et optimisé. Très bien. Et donc ça, c'était vraiment... Et donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi lever ces fonds. Alors, le temps passe, mais une dernière petite question, puisque je pense que ça peut vraiment intéresser nos auditeurs. Donc, tu viens de faire une levée de fonds. Comment est-ce que ça s'est passé en quelques mots et quels conseils tu pourrais donner, les choses à faire et ne pas faire? Alors, ça s'est fait de manière... Alors, totalement par hasard, je ne cherchais pas. Il faut savoir sur les années 2017, on a eu une opération de levée de fonds qui a capoté, où à nouveau c'était quelqu'un qui était venu vers nous, qui était intéressé. Donc ça marche pas toujours. Donc il faut aussi savoir se relever, parce que c'était 18 mois d'opération avec des due diligence, avec beaucoup d'échanges avec le management pour finalement ne pas aboutir. Donc ça aussi, c'était pas évident comme épreuve, mais on l'a surmonté, on a fait ce travail sur la vision. Et donc, c'est au moment où on cherche le moins que finalement l'opportunité se profile, et c'est ce qui s'est passé. J'ai été à un rendez-vous dans le bâtiment de Bessy, par hasard, et un de vos locataires, j'ai croisé notre investisseur d'aujourd'hui sur le pied du palier. J'ai échangé ma carte, il était voir notre site, et il s'avère qu'il gérait un fonds luxembourgeois pour sa famille, et je lui ai dit, moi plus jamais je veux rentrer dans des processus. Il m'a dit, je te promets que dans 4 mois c'est réglé. Il a tenu promesse, et voilà. Donc tout ça grâce à Bessy? Tout ça en partie. indirectement. Très bien. Indirectement. Rôle de facilitateur. Exactement. Très bien. Bon, eh ben écoute, je vais maintenant laisser la parole à Tariq qui nous écoute depuis tout à l'heure. Voilà, Oui. c'est à toi. Parfait, merci. Merci. Julien, toujours un plaisir de te revoir. Tu parles très bien. Tu parles comme un consultant, tu vois. Je suis pas consultant. Mais... Non, mais comme tu vois, je veux dire, tu communiques toujours très bien sur la boîte, la vision, etc. Je veux dire, tu fais partie de ces, je vais pas dire McKinsey boy, mais pas loin, tu vois. C'est la case dans laquelle on pourrait te mettre. Et prends ça comme un compliment. Maintenant, tu nous as parlé de ton envie d'apprendre et du fait que tu avais étudié ça à l'université. Donc finalement, entreprendre, il y a deux manières. Soit tu te jettes dans le bain et t'apprends, et t'as ceux qui disent ça fait 40 ans que je fais ça, et où tu vas l'apprendre, notamment à l'université. Et, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que ça peut vraiment s'apprendre à l'université, et qui est-ce qui devrait y aller et qui est-ce qui ne devrait pas y aller, tu vois, Alors, moi j'ai pas énormément de leçons à donner, je vais juste faire part de mon expérience à moi. Moi je viens pas du tout d'une famille entrepreneuriale, donc il y en a qui baignent dans une culture entrepreneuriale à la maison. Moi j'ai 2 parents médecins, donc j'ai pas du tout été éduqué dans l'entrepreneuriat. L'envie d'entreprendre, je pense qu'elle est venue de mes activités, je veux dire parascolaires, que ça soit les mouvements de jeunesse, que ça soit le sport, où il y a aussi des manières d'entreprendre, que ça soit l'internat. Être, je veux dire, un délégué de classe, lancer une équipe de rugby, ou encore être chef scout, c'est une forme pour moi d'entrepreneuriat, de prise d'initiative. Mais donc voilà, celui qui veut il nous écoute aujourd'hui, celui qui veut se lancer. Moi, est-ce que je dois y aller moi, ou est-ce que je dois aller apprendre à entreprendre? Alors, moi je pense que, en tout cas, stimuler l'entrepreneuriat. Donc pour le stimuler, il y a plusieurs manières, mais je pense que soit c'est de travailler dans une start-up qui va nous permettre de stimuler cette envie d'entreprendre, soit c'est d'aller dans des formations spécifiques, que ce soit online, ou que ce soit à l'université, ou que ce soit dans des hautes écoles, peu importe, qui
ont pour rôle aussi de faire ce stimuli et donc de donner l'envie d'entreprendre, ce que moi j'ai eu. Donc tous mes cours, que ce soit en Belgique ou au Canada, c'était des cours avec des case studies sur faire des business plans, sur devoir travailler des opportunités et sur savoir travailler en équipe, parce qu'entreprendre seul, c'est pas réellement l'entrepreneuriat. Donc c'était un master pluridisciplinaire CPME. Je pense que Tanguy a fait le précédent podcast, mais donc il était aussi dans cette même formation. Et quand je vois le nombre d'entrepreneurs aujourd'hui qui viennent de ce type de formation, il y a quand même une corrélation directe. Et donc, c'est d'apprendre à travailler avec des personnes qui sont complémentaires et travailler sur un projet avec des deadlines, etc. Donc, je pense que oui, la formation, c'est utile, mais le fait, je pense, de travailler dans une société, une start-up peut l'être aussi. Moi, je me suis lancé presque directement, sachant que j'ai fait mon mémoire de fin d'études dans une PME qui développait un produit, donc des couvertures de piscine, donc rien à voir, mais c'est réellement ça aussi, d'être en contact avec ces entrepreneurs qui m'ont donné l'envie d'entreprendre. Donc ça a été pour moi aussi le bon trait d'union entre la formation qui était très pour moi académique, avec des études de cas, avec des témoignages, avec des travaux de groupe, un stage en entrepreneuriat qui a été très formateur et qui m'a permis d'être en contact d'entrepreneurs qui m'ont donné l'envie d'entreprendre. Mais il y a un moment, il faut savoir se jeter à l'eau. Et ça, c'est jamais évident, mais il faut savoir y aller. J'ai rencontré Dorian donc, récemment de ton équipe, et il a dit quelque chose qui était finalement que pour se développer, notamment au développement international, je pense que c'était, en tout cas c'était lui ou c'était un fondateur de List Minute qui disait il faut recruter des intrapreneurs. Donc si tu veux grandir, à un moment tu dois recruter des gens qui ont cet ADN-là. Je pense que donc un de mes associés, en effet, Dorian, c'est tout à fait son ADN à lui. C'est pas spécialement la personne qui a l'idée, par contre c'est la personne qui sait s'approprier ou développer des idées au sein d'une organisation existante. Il a eu un parcours complémentaire et chez nous, il s'est vraiment approprié son projet qui aujourd'hui est en partie le sien et s'est développé aussi ces nouveaux axes de développement de produits, donc produits, marché, donc il y a plusieurs formes de développement et donc ça pour moi c'est nécessaire parce qu'un entrepreneur ne peut pas gérer un projet de développement seul. Il y a des personnes plus que des employés qui doivent s'approprier le projet. Pour s'approprier le projet, il y a une forme d'entrepreneuriat, c'est sûr. Et ça, je pense que c'est hyper important. Enfin, moi, je l'ai vécu aussi l'époque où j'étais dans les startups. Quand tu vois finalement, même un employé, enfin un ou une employée, peut vraiment avoir deux manières d'aborder son job. Enfin, il y a déjà deux. Tu peux travailler dans une startup ou pas dans une startup. Il faut déjà être conscient des difficultés. C'est complètement différent. Ouais. Et même au sein d'une startup ou au sein d'un corporate ou d'une boîte, tu peux avoir une approche entrepreneuriale de ton job ou pas. Et finalement, tu te rends compte, et je le vois notamment chez Bessie, que tu as des gens qui ont des mentalités de fonctionnaires dans des startups, c'est souvent la catastrophe, ou des mentalités de « moi je m'occupe de ça et pas du reste », et souvent je crois qu'ils seront malheureux. Et à l'inverse, les sociétés plus établies ont besoin aussi de gens qui ont une approche entrepreneuriale de leur fonction. Tout à fait, mais il y a des grands groupes, tu parlais de consultance, qui aujourd'hui créent des espèces de task force sur de l'innovation et autres pour stimuler l'intrapreneuriat au sein de ces grands groupes. Et je pense que c'est aussi une excellente chose parce que qui dit start-up et entrepreneuriat, à un moment, on va devoir aussi coexister avec ces grands groupes et communiquer. Et donc, si on a des personnes au sein de ces grands groupes qui sont capables, évidemment, de comprendre les manières avec lesquelles on pourrait collaborer, pour nous, c'est positif. Oui, mais encore une fois, dire on va faire une start-up dans le grand groupe, pour moi, encore, ça, c'est un truc différent. Je parle vraiment de la fonction. Finalement, entreprendre, c'est accepter de prendre un risque. Et tu dis, je pourrais avoir une entreprise dans une grande boîte de consultants, je dis n'importe quoi. Oui. Et je fais le choix de développer une idée. Voilà, ça c'est être entrepreneur finalement. C'est-à-dire, tu renonces à un salaire, à un statut, et tu dis, je crois que l'idée c'est le plus important, et je vais construire ça. Tout à fait. Et au-delà de, ok, c'est très bien, on va lancer une boîte dans la grande boîte, je veux dire, heureusement que ça existe, mais je pense réellement que c'est la même chose quand tu as un employé ou quand tu as une mission. Tu dis, soit je fais ce qu'on me demande et je vais le faire du mieux que je peux, ça c'est un modèle, ou l'autre c'est dire, ben voilà, on me demande de faire A, moi je pense que je vais faire B et je suis prêt à prendre un risque par rapport à ça. Et ce risque c'est quoi ? C'est qu'on va me mettre dehors, on va me donner mon C4 et puis voilà. Tout à fait. Et c'est vraiment ça, je veux dire, je pense pas qu'il faut attendre de dire notre grande boîte va faire une start-up et je vais aller dedans. Il faut vraiment se positionner, enfin c'est le conseil. Enfin c'est en tout cas ce que je pense, c'est il y a deux manières d'aborder tout ce qu'on fait, peu importe le statut quoi.
tout à fait. Et je pense que la notion de risque est compensée par de la passion, parce que tu le disais en introduction aussi. Pour moi, il faut être passionné aussi par ce qu'on fait, et donc la genèse de l'envie d'entreprendre doit venir vraiment d'une volonté, quitte à faire des sacrifices, que ce soit financier, ou en termes de temps, ou personnel. Voilà. Ouais, c'est le temps ou l'argent, c'est le choix. Toujours pour revenir sur cet accompagnement, tu vois, comment s'entourer, je crois qu'on est tous les deux passés par le réseau Entreprendre. Tout à fait, oui. Peut-être quelques mots sur cette expérience-là. Donc, comme moi, j'ai eu le temps de me lancer, parce qu'en fait, l'idée, elle est venue en 2008, la société s'est créée en 2011, et que c'était ma formation, j'avais en tout cas connaissance de tous les outils d'accompagnement. Le réseau Entreprendre en faisait partie. J'étais la première formation quand ils ont créé la cellule de Bruxelles. Bruxelles était la première en Belgique. Réseau, évidemment, qui est basé sur d'excellentes valeurs qui viennent du nord de la France, des Mulliers, donc la réciprocité, le partage d'expériences, etc. Pour créer des emplois, il faut créer des entrepreneurs. Voilà, pour créer des emplois, il faut créer des entrepreneurs, et c'est le partage, et c'est la bienveillance, et c'est toutes ces choses-là. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un excellent coach, notamment Bruno Wattenberg, qui a pu me challenger. Et donc là, c'était vraiment pendant la phase entrepreneuriale, recherche de business model, premier questionnement dans le cadre du développement. Et puis, quelques années après, ils ont lancé un programme qui s'appelle le programme de croissance, où là, j'ai eu la chance d'être accompagné par un autre typologie d'entrepreneur, qui est Augustin Winnie, qui lui avait connu des très grandes croissances, des difficultés, un des fondateurs de Caméléon, et aujourd'hui finalement il fait encore partie de l'aventure parce qu'il est président de notre conseil d'administration. Donc on voit aussi que ces réseaux nous permettent de rencontrer des personnes qui ont des valeurs qui correspondent finalement aux ADN de la société et qui sont là parfois aussi pour rester sur du long terme, quoi. Et je dirais, pour être passé par là aussi, une des grandes valeurs de cet accompagnement, c'est que finalement, tu dois tout le temps faire des choix quand tu développes une entreprise. Et une des règles, c'est celle de l'indépendance. Donc, ton coach ne peut pas investir ou s'intéresser, ne peut pas avoir de conflit d'intérêts. Et ça, je pense, c'est essentiel parce que finalement, être entrepreneur, c'est avoir des problèmes à régler. Et tu as toujours un tas de gens qui vont te proposer de les régler, mais dans un sens qui les intéresse eux ou pas. Ouais. Et le fait d'avoir cette charte, je vais dire, je pense que c'est vraiment assez unique de pouvoir avoir cette indépendance dans le conseil, tout en le maintenant dans la durée. Parce qu'in fine, des gens qui s'en foutent de faire affaire avec toi, il y en a plein aussi. Ouais. Mais donc des gens qui acceptent de te suivre, de te voir évoluer, c'est rare d'avoir ce genre d'environnement. Et plus que le coach, il y a aussi évidemment, comme c'est un réseau, tout le réseau d'entrepreneurs, et donc on peut aussi évidemment confronter nos problématiques à nos pairs qui sont dans des phases de développement qui sont souvent similaires, dans des secteurs tout à fait différents. Alors j'ai justement une dernière question où je vais te demander d'être le coach de gens qui nous écoutent et qui veulent lancer des boîtes. J'en rencontre tout le temps, toutes les semaines, qui ont une grande vision, qui ont une très belle vision, et puis qui te disent le mot plateforme. Là j'ai chaque fois envie de tomber de ma chaise. Parce qu'en fait, il y a une grande vision, et puis ils disent le mot plateforme, et puis ça va aller. Et puis tu te rends compte que t'expliques, mais une plateforme n'existe. Enfin, c'est pas une plateforme qui donne une vision. Ça commence par le début. Donc, Airbnb, ça commence par les premiers bailleurs, les premiers locataires. Tes parkings, ça commence par les premières personnes qui acceptent. Et est-ce que tu peux, aux gens qui nous écoutent et qui disent je vais lancer une plateforme, tu peux nous raconter ou décrire les 3 premiers mois de OK, j'ai mon logiciel, j'ai mon app. Qu'est-ce qu'on fait les 3 premiers mois pour ouvrir les portes et avoir ses premiers utilisateurs? Donc, je m'en souviens encore très bien. Donc, déjà, il faut avoir une vraie problématique de base. Admettons, voilà. Le problème n'est pas, il n'y a pas de plateforme. Non, il y a un problème à résoudre et une plateforme logicielle peut aider à résoudre ces problématiques. Voilà, mais disons aujourd'hui, le premier truc qu'il faut faire pour moi, c'est ce qu'on appelle un MVP, le produit le plus base et le plus simpliste possible pour éviter de rentrer dans des développements qui sont trop importants. Ensuite, comme on a identifié cette problématique, on sait qui sont nos clients, il faut aller se confronter à ces clients. Moi, je me souviens, le premier supermarché qu'on avait, c'était le supermarché Match de Forêt. J'habitais à côté. Tous les soirs, j'allais avec des flyers, avec des stagiaires, et j'allais distribuer des flyers aux riverains du quartier.
Et c'est là où j'ai remarqué qu'il y avait des problématiques auxquelles je ne faisais pas attention. Il y a beaucoup de gens qui ne venaient pas en voiture. Et donc, c'est d'être confronté à ces clients. Alors reviens, vraiment, il faut qu'on arrive au bout, mais comment tu as convaincu ton premier bailleur? Donc le truc n'existait pas, tu avais une idée, tu avais des flyers, les riverains, la demande. Donc c'est toujours l'offre, la demande. Raconte-nous comment tu as réussi à boucler. Donc moi, une plateforme, il y a un offreur et un demandeur. L'offreur, qui était dans ce cas-là le supermarché Match, il n'avait rien à perdre, j'ai payé et je lui ai dit c'était un projet sociétal, on va solutionner la problématique locale de ton quartier et on va amener du flux sur tes parkings et ces gens vont peut-être venir acheter la boîte de lait et les tomates, très grossièrement. Une fois que lui était d'accord, il a fallu trouver les clients. Et les clients, comme je l'ai dit, c'était du porte-à-porte, quoi. On distribuait des flyers. On parlait même pas de SEO et de SEA sur Internet. Donc, on était vraiment dans du business où on allait vraiment rencontrer nos clients, distribuer des flyers. On amenait les contrats et on les faisait quasi signer sur place. Et une fois qu'on avait ça, on avait quelques euros de transactions. Et après, on s'est posé la question, OK, on va pas pouvoir aller dans tous les supermarchés. Tu peux pas tout régler en même temps. Donc, tu peux pas et monétiser, et convaincre, et parler de la valeur, et de son intérêt à lui. Enfin, pour conclure, en tout cas, c'est ça, c'est le... Tu dois lui parler des briques de lait qu'il va vendre et en même temps de la vision de son quartier, mais tu peux pas parler que de l'un ou que de l'autre en fait. Tu dois... Non, pour moi, c'est un ensemble de choses parce que on se rend pas souvent compte de la problématique des gens ou de leur intérêt. Et donc, pour moi, il faut vraiment qu'il adhère au concept, mais en touchant les problématiques qui lui sont chères à lui. Très bien. Bon, alors on va devoir conclure et pour cela, on a décidé de te poser quelques questions courtes. Tu ne dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible. Ok. Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne? Savoir dire non. Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs. Que tu roules en Mercedes. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser? Première chose quand je me lève, c'est d'être connecté à mon téléphone. Le livre que tu aurais rêvé d'écrire? Eric Ries, Lean Startup. Bon, très bien. Alors c'est la fin de ce podcast. Parfait. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci Julien, merci Tariq. Merci Julien, N'hésitez pas Lisa. à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci. Merci. Merci.